Le lieu, oui. Alors, donc, on est dans la galerie Arnaud Lefebvre ici, dans l'exposition d'Olga Teuriet, qui s'intitule 7 chemises, qui comporte 6 pièces qui sont présentées sur les murs. 6 pièces qui sont le résultat d'un travail récent d'Olga Teuriet, qui part en réalité d'une 6 pièces donc, qui sont intitulées des chemises, et qui partent d'une 7e pièce, une 7e chemise qui n'est pas présente dans l'exposition. Et derrière Olga Teuriet et Michel Poivert se tient une chemise qui est accrochée, qui est le résultat d'une performance, d'une découture de performance qui a eu lieu au vernissage. Donc cette conversation s'inscrit dans le cadre de l'exposition. C'est une sorte de cadeau que fait Olga au public en invitant Michel Poivert à converser sur son travail, et c'est un cadeau que nous fait Michel Poivert de participer à cette conversation. Donc je vous en remercie tous les deux. Bien, merci de votre accueil. Et doublement, puisque à la fin Olga, on a eu l'occasion de se rencontrer il y a quelques mois. J'allais dire physiquement la première fois, bien que ça fait déjà un bon moment que j'avais eu l'occasion à la fois d'observer, je vais revenir d'ailleurs tout à l'heure, d'observer une partie de ton travail, mais aussi d'échanger de manière un petit peu plus approfondie avec un projet d'écriture. C'est que ou un livre, quelque chose qui est un peu n'a pas abouti. Alors, comme quoi, des fois, ça dépend. Enfin bon, je m'étais laissé tenté par un travail ici d'écriture très libre, qui n'était pas du tout un travail d'écriture historien, c'était plutôt une sorte de correspondance littéraire, enfin, d'écriture. Je pense qu'on peut dire poétique. Michel, moi, c'était en tout cas, vous l'avez présenté comme une première expérience de ça. Et justement, c'est amusant de repartir de ce moment-là, parce que quand on rencontre des artistes, on peut avoir plusieurs types de relations. On peut avoir des relations, je dirais, très professionnelles, où on commande à l'historien ou au critique un texte analytique, explicatif, tenté, éclairé, ce qui ne se passe jamais. Ou alors de faire du commissariat d'expression. Bon, donc on est dans une relation, je vais dire, relativement balisée socialement. Et puis il y a des rencontres qui sont beaucoup plus informelles, beaucoup plus difficiles même à décrire, et qui suscitent plutôt, en tout cas chez moi, une forme de relation qui se met en place et sur laquelle, à un moment donné, c'est comme ça que je le ressens aussi, de mon côté, quelque chose d'assez fragile finalement, parce que c'était uniquement construit à distance depuis plusieurs années maintenant. On est quand même en contact, je dirais 3-4 ans, peut-être un peu plus même. Et je pense que finalement, c'est comme ça que les relations se font. On ne comprend pas toujours où ça va, mais on se rend disponible les uns et les autres. Et tout à fait bien. Et l'amorce de cette relation-là, elle est un peu plus inscrite dans notre temps, puisque c'est à travers les réseaux sociaux, et notamment Facebook pour ne pas le nommer, que encore aujourd'hui, on peut suivre parfois très régulièrement, parfois assez régulièrement, des posts qui montrent des images. Et peut-être on peut partir de ça, parce que c'est mon point de départ à moi aussi. Le travail de production des images se fait dans un mode à peu près quotidien, tous les jours, mais disons que c'est une habitude chez moi de faire des images. Mon autoportrait, c'est-à-dire que je prends en tenue, je suis habillée et je tiens un appareil photo qui est tout à fait banal, un appareil photo de petit téléphone ou un plus petit appareil de poche qui tient dans une seule main, qui se déclenche tout seul, qui n'a pas de réglage, enfin c'est quelque chose de très simple. Et j'ai ce geste parce que je pense qu'il faut que je m'occupe de cette question de modéliser la distance du bras autour du corps
dans toutes les directions possibles. Mais quand on n'est pas spécialement contorsionniste, on ne peut pas prendre tous les points de vue de son propre corps avec un seul bras. Mais c'est ça qui m'occupe depuis maintenant plusieurs années. Et je n'ai jamais eu la préoccupation de produire ces images dans un objectif purement photographique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de développement en laboratoire, jamais. Et voilà, à la place de ça, et bien, les images arrivent à se traduire plus ou moins visiblement sur des papiers que je prélève dans ma vie quotidienne également, et avec un matériel d'impression qui est une imprimante que tout le monde a chez soi, enfin, pratiquement chacun connaît, qui sert à imprimer essentiellement du texte. Donc je travaille à l'encre noire. Et avec ces matériaux, disons, présents dans une certaine fragilité, mais néanmoins continuité de la vie quotidienne, se produisent les images de cet autoportrait de manière plus ou moins visible, plus ou moins abîmée, voire parfois détruite, parce que les papiers que je donne à cette machine ne sont pas spécifiquement pensés pour être passés entre deux rouleaux et mouillés avec de l'encre. Enfin, tout ça, ça peut être très très difficile de reconnaître. Parfois, on ne reconnaît même rien du tout, comme sur les pièces qui sont là. Moi, je sais de mémoire, parce que je me souviens de quel fichier image il s'agissait, et je peux dire que c'était un détail bien connu, évidemment, quelque partie du vêtement, mais quelqu'un qui approche cette pièce ou une autre, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce carnage, quoi. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de la destruction. Si on revient un petit peu en amont de cette production-là, on peut quand même dire, bon, il est une partie frugale, on va dire. Oui. Mais je reviens sur mon expérience de découverte, et d'ailleurs, aussi de ma part, je veux dire, qu'est-ce qu'on voit? On a bien compris que tout se passe dans un rapport au corps avec une distance qui excède la possibilité même de se ou de photographier quelque chose qui est autour de soi ou de soi. Mais visuellement, il se passe aussi quelque chose, c'est que ces images appartiennent à ce qu'on pourrait appeler une photographie sommaire, pauvre. C'est-à-dire que la simplicité, voire la pauvreté des papiers parle, du procédé d'imprimante, etc., se conjugue d'emblée aussi avec ce qui est à voir. Alors, je mets une nuance, c'est-à-dire que c'est une photographie pauvre au sens où elle est faite avec un matériel sommaire, qu'elle présente en noir et blanc avec jamais des faits de tirage, des avertissements, mais il y a derrière même cette facture photographique, il y a une iconographie, puisqu'on vient de parler. Oui. Et c'est quand même ça, si je vous le candide, je découvre des images, c'est quand même ça, je crois, qui intrigue dans tout le cheminement dont on va parler, c'est que ce rapport au corps, cette façon de montrer le corps, moi, continue de me saisir parce que à la fois il y a très peu à voir et il y a une grande sensualité, mais j'aime pas le mot, je dirais presque un vieux mot qu'on utilisait au début du XXe siècle, qui est la vie de volupté. Quelque chose de très étrange, parce que c'est toujours très doux. C'est toujours, alors en monchure, en colure, pli du corps, mais suffisamment proche pour que jamais finalement se dessine une silhouette quasiment calme. Je pense qu'il n'y a jamais eu d'ensemble. Il n'y a jamais eu d'ensemble, ça c'est certain, mais même pas vraiment ce qui pourrait être plus d'infiniment. Et on est sur du peu, on voit peu, mais le peu que l'on voit est d'une douceur très particulière. Et si on avait une deux images, on en a beaucoup. Et on a l'impression que il y a une espèce de façon de revenir au quotidien. C'est ça. Mais la répétition, c'est vraiment quelque chose qui me travaille très fortement. De même que les acteurs de cinéma ou de théâtre répètent, dans le but de peut-être finir quelque chose, je ne sais pas pourquoi on répète comme ça, mais il y a aussi dans
tout simplement un processus qui nous tient à vie, la répétition de certaines choses qui nous échappent, la respiration, en fait, tout le temps quelque chose comme ça, sans y penser. Donc pour moi, la répétition, c'est quelque chose oui, d'indispensable. Je pense qu'il y a l'idée d'une tension vers un avenir, il y a quelque chose qui, à mon avis, travaille dans une projection, mais je ne peux pas du tout dire où est-ce que ça va, et je n'aime pas l'idée, en tout cas. Tu vois, il y a une nécessité. Oui, mais une nécessité du présent, mais qui est quand même un peu tendue vers quelque chose. Alors, si on veut être juste avec la question entre guillemets de l'iconographie, il faut aussi dire qu'il y a un nombre important d'images qui ne relèvent pas exactement de ce qu'on vient de décrire et qui sont, on n'est pas d'ailleurs sur cette production-là, sont très souvent des vues d'en face, de fenêtres, des fenêtres avec des rideaux, voilà. Et cette idée de la demi-opacité, de la demi-fenêtre, mais aussi de l'architecture standard, qui apparaît. Parfois même, il y a eu des moments de voyage. Donc, il ne faut pas réduire le corpus à l'exercice de la répétition sur soi. Il y a aussi, quasiment de façon obsessionnelle, et ça nous permet d'aller vers le fil et le textile et le développement, la question du voile, du voilage, c'est-à-dire du syndrome du nerveux. La dentelle, essentiellement les rideaux en question sont des rideaux en dentelle. Enfin, je ne sais pas, à Paris, j'ai l'impression qu'on n'en voit pas beaucoup des rideaux, vous savez, mais très. Souvent, c'est des personnes âgées et puis on cherche avec des motifs, des petits personnages, des chats qui font des petits jeux avec des petits papillons, des fleurs. Et c'est de la dentelle très industrielle, hein, c'est pas du tout du travail à la main, c'est vraiment précieux. Mais je suis toujours intéressée de faire des images de ces choses-là, d'une part parce que c'est par élément, par les fenêtres, et je me dis que la personne qui a ça sur sa fenêtre voit le monde à travers un filtre, c'est un filtre composé de fils. Plein de villes, mais aussi plein d'images, plein de motifs comme ça qui se fabriquent. Qu'est-ce qu'on peut voir des ornements vernaculaires, on va dire, hein, qui effectivement on retrouve chez la VR, c'est quelque chose d'un peu des grands-mères, parce qu'on a dessus des vidéos là, mais moi j'y vois aussi quelque chose qui a à voir avec la robe, quelque chose comme ça, avec son poids, avec sa apparence, avec ses joues, comme ça, ça les jouerait. Les trous, on les appelle les joues, Et on comprend que l'iconographie autour de ça, qui te touche, qui t'intéresse, tu fais quelque chose, tu fais des images. Mais quand tu viens ensuite à les imprimer et à les coudre ou à les associer à des travaux, par exemple, sur la question de mise en pièces et d'écriture, je veux dire, est-ce que la boucle est un peu bouclée? C'est-à-dire que tu vois cela, tu en fais des images, et ces images deviennent elles-mêmes à ce moment-là des travaux d'aiguille. C'est aussi un corps qui se fabrique, disons, un peu à distance de notre propre corps et de notre propre alignement, mais c'est aussi une question de lecture aussi, quelque part, je pense. Le vêtement étant une forme d'architecture, hein, quand on fait certaines d'entre vous ont déjà cousu quelque chose, on a vraiment la pratique de quelque chose qui se bâtit. D'ailleurs, il y a un type de couture très provisoire qui s'appelle une couture de bâti. Contrairement au bâtiment, qui est quelque chose de prévu pour durer, la couture de bâti est prévue pour être en ensuite. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai mis en place, faire tenir certaines parties du papier sur le grand carré privé. Ça s'est fait avec une couture de bâti. Il y a aussi, tu vois, la proximité entre le corps, le vêtement, l'architecture. Tout ça, c'est un peu pour moi des questions liées. Et au-delà de ces trois choses que je viens de citer, il y a en plus grand que tout ça, il y a le langage.
le vocabulaire d'une part, des mots qu'on utilise autour de la fabrication du vêtement, et puis aussi cette question qui travaille beaucoup, qui est la proximité des mots, textes et textiles, qui sont les mêmes sources étymologiques. C'est un terme latin qui signifie tisser, qu'on tisse une écriture ou qu'on tisse du fil pour en faire une matière, c'est strictement la même chose. C'est pour ça qu'il y a toujours une dualité entre le papier et la matière textile dans le travail. Alors, on pourrait, en écoutant et en voyant ce que nous dit, avoir le sentiment d'une bâtisseuse. Mais en réalité, il y a quand même quelque chose qui est au cœur de mon travail depuis longtemps. On peut voir que c'est presque même ça que j'ai vu, qui est un travail de déconstruction. Peut-être parce que c'est ce qui s'est passé ici, c'est un travail de déconstruction. Alors moi, il y a très dialectique, voire presque même antagoniste, entre poudre et découdre. Quelle est cette opération si singulière, pour moi qui même restera un peu le cœur de ton œuvre, telle que je l'ai déployée encore très longtemps, mais il y aura toujours cette idée de découdre. Dans découdre, peut-être d'ailleurs pour jouer avec les mots, dans découdre. Et la première chose que j'ai vu découdre, c'était donc les découtures de dessous, de culottes, et qui se finissaient finalement en un petit fatras de fils décousu qui recomposait une sorte de culotte. Ça peut faire penser à une toison cuvière, mais la culotte elle-même est complètement mise en pièces. Ne demeure que le fil, enfin, la masse de fil plus ou moins frisée, amalgamée et disposée dans un petit triangulaire. Et par contre, les morceaux de pièces d'étoffe sont partis à la poubelle. C'est quelque chose qui disparaît. Donc la culotte est finalement transformée complètement en une autre chose qui est d'essence beaucoup plus pauvre à la fois au niveau de la matière, parce qu'il ne s'agit plus que de fil et encore de fil coupé. Donc ça signifie vraiment des choses extrêmement fragmentées et l'essentiel de ce qui la constituait dans son de la voix, sa forme de départ. Alors, moi, je voudrais entendre sur ce travail. D'abord, cette espèce, on peut appeler ça le protocole de la déconstruction de la découture. Comment est venue cette idée? Et puis, comment finalement elle est riche, comment elle est productive. Et ce qu'on voit, on a commencé à en parler, mais cette mise en pièce, cette manière de découdre, qu'est-ce que c'est que cette pratique? Est-ce que c'est une pratique inversée? Est-ce que c'est une soustraction? Ou est-ce que c'est une métamorphose? Est-ce que c'est une appropriation? Comment tu caractériserais cette manière de faire pour employer le terme? Pour commencer par le début de ta question, tu parlais de cette idée. Pour moi, au point de départ, j'avais eu une idée, donc il y a un geste manuel, ce qui n'est quand même pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que dans la pratique de fabriquer mon propre vestiaire en couture, j'ai été parfois amenée à découdre certaines pièces de vêtements pour trouver de la matière. Parce que je n'ai jamais vraiment été amenée à acheter du tissu, comme ça. On ne voit pas trop l'intérêt d'aller chercher un morceau comme ça dans le commerce pour en faire un vêtement. J'étais toujours intéressée par défaire autre chose pour faire, pas forcément des pièces qui doivent appartenir. Je peux très bien aller chez les chiffonniers, passer du temps à chercher jusqu'à trouver des vêtements qui peuvent m'intéresser et entreprendre une découture qui sert là pour le coup avec un projet de reconstruction directement ensuite d'un vêtement avec ma propre vêture. Et puis un jour, dans ce processus-là, j'avais en main une culotte qui m'intéressait fortement. Et il y avait une pièce de dentelle qui présentait un motif que j'avais bien envie d'extraire. Je n'avais pas forcément envie de le placer ailleurs. Et donc, c'est la première fois que j'ai décousu quelque chose sans un projet. C'était un geste comme ça pour voir. Et j'ai vu.
Et j'ai eu une sacrée surprise, pour tout vous dire. J'ai vu apparaître cette masse de fil coupée qui s'est organisée sur la table, comme ça, entre les mains. Mon sens, j'étais en train de raviner l'origine du monde, quelque chose comme ça. Enfin, c'était complètement surprenant. Mais j'en ai été vraiment dans un très très grand étonnement qui m'a tenu en question pendant bien des années. J'ai pratiqué le geste pour moi-même sans le montrer à personne. Non pas que j'en avais honte, mais c'était une nécessité pour moi de comprendre seule et avec beaucoup d'attention. Et un jour, j'étais amenée à me dire peut-être que cette chose-là pourrait être montrée. Mais étant autodidacte dans ma pratique de l'art, pour que ça arrive à être montré, il a fallu que quelqu'un m'en parle. Et moi, toute seule, je n'avais pas encore suffisamment de compréhension de ma propre lecture de mon geste pour échafauder ce genre de projet. Et donc, voilà, un artiste qui observait les publications sur Internet m'a un jour dit, s'il vous plaît, on peut faire quelque chose et puis vous faites une découture. Et voilà, ça s'est fait comme ça et c'est devenu une performance inscrite dans l'espace de l'art, alors qu'au départ, c'était vraiment un geste un peu fortuit qui était quand même initié par mon besoin de découdre pour l'habillement. On pourrait dire que ce geste de découdre pour l'habillement, ce ne serait pas très loin de l'occupation, en tout cas dans ma génération, qui avait souvent l'horaire, qui était de recoudre, de ravaudé, de mettre des pièces, d'enlever des pièces, c'est-à-dire, alors pour ça, j'ai un morceau de phrase qui revient souvent, c'est faire avec rien. C'est-à-dire non pas rien en tant que négation de tout, mais en tant que rien. Pareil, je reviens toujours à l'étymologie, hein, je m'excuse, c'est un peu mon obsession, mais rien, ça veut dire la chose, c'est rien, la chose. Et donc faire avec rien, c'est faire avec ce qu'on a. Et ça, oui. Alors là, il va falloir qu'on couse deux choses, puisqu'on va faire avec ce qu'on a. C'est que d'un côté, on a une pratique d'image, de l'autre côté, on a un métier de découturier. Et de la découture à l'image, est-ce que ça se passe dans une même journée? Comment ça se suture, le travail de l'image et le travail de la découture? Oui, là, je suis très embêtée pour répondre à ta question parce que j'ai beaucoup de mal à donner un cadre au niveau du passage du temps de la journée. Je pense que vraiment les gestes se passent dans les mains et ce sont presque les mains qui pensent à ma place et qui... Mais oui, si on part du matin et qu'on arrive au soir et que je prends un peu de recul sur ce qui s'est passé, il peut très bien y avoir eu dans cette journée un geste avec du tissu, un geste avec du papier et un geste sans rien du tout, parce que je passe aussi beaucoup de temps à me promener dehors. Est-ce qu'à la fin de la journée, il y a plus ou est-ce qu'il y a moins? Bonne question, mais je pense qu'il n'y a ni plus ni moins de matière, puisque comme tout un chacun le sait, ne se crée pas, ne se transforme. Mais il y a forcément plus ou moins de certaines choses dans tout ça. L'idée que j'ai derrière la tête, c'est est-ce que tu ne serais pas une anti-facteur cheval? Ce que je veux dire, c'est que facteur cheval, qui fabrique un monde monstre, par le bâti, par la matière, etc. Et on a l'impression que tu es dans un principe soustractif qui va produire quelque chose. On est bien d'accord, mais tu es vide. Oui, je pense que je suis, malgré moi peut-être, j'en sais rien, mais travailler en tout cas. D'ailleurs, une toute petite parenthèse, j'ai beaucoup de difficultés à dire que je travaille, je préfère dire que je suis travailleuse. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, tout ça pour vous dire que finalement, oui, il y a une posture de négation de quelque chose. Il y a quelque chose que je fais.
Maintenant, vous dire quoi avec des mots très précis, ce ne sera pas possible aujourd'hui, mais il y a une posture de refus et de négation, et si possible d'enlever, quand on est enlevé aussi parfois, ça veut dire qu'on est très ému, quelque chose est enlevé, ça nous soulève aussi, hein, ces questions-là. Oui. Parce que ce qu'on a sous les yeux, en exposition, c'est quand même un point de jonction qui, comme la première occasion qui a été donnée de montrer l'agriculture, est une occasion proposée par la galerie de dire on va montrer quelque chose, donc du coup, mais on route un process qui aboutit à quelque chose qui est quand même de l'impression. C'est-à-dire que les fragments de papier en tant que fragments, hein, non pas les compositions cousues qu'on peut voir ici, mais les pièces qui sont assemblées dans ces travaux-là arrivent à se produire tous les jours, parfois en grande quantité, ce qui fait que depuis plusieurs années, il y en a des centaines de milliers, j'en sais rien, mais il y en a beaucoup. Et pour faire de ce corps qui est en train de se constituer, c'est pas trop mon souci de savoir quoi en faire, simplement je suis attentive au fait qu'il est en train de se faire. Et voilà, un jour, avant de le faire, on me pose la question, voulez-vous venir faire quelque chose ici dans la galerie? Donc oui, à ce moment-là, la question est un déclencheur. La question de quelqu'un d'extérieur qui souhaite interagir avec moi va générer de ma part un assemblage. Voilà, c'est en ça que les pièces qu'on peut voir ici ont une existence. Sinon, s'il n'y a pas de questions comme ça, je pense qu'elles n'existent tout simplement pas. En revanche, tu te rends disponible. Oui, c'est ça. Ouais. Tout comme je me rends disponible à ce qui se fait, parce que moi, comme je disais, je ne fais rien. C'est simplement que je suis complètement disponible à quelque chose qui, à mon avis, grand que moi, enfin, me dépasse, mais passe en tout cas par les mains. Oui. Alors, tu viens d'employer un mot d'un usage très générique dans l'affaire de création, c'est votre composition. Est-ce que ce que l'on voit, puisque tu as employé le mot, ce sont des compositions de ces impressions qui deviennent courues et d'une autre assemblée, je ne sais pas comment dire. Ben là aussi, il y a eu une surprise après coup, oui, parce que c'est toujours après coup que les choses nous apparaissent, même si c'est nous qui les faisons. Hein. Je me suis demandé, puis je me le demande encore, si c'est pas un peu quand même proche de quelque chose de l'angle de la peinture, par exemple. Voilà. Je ne sais pas comment travaille le peintre, je n'ai jamais tenu vraiment un pinceau, mais c'est une question que je me pose. Composition de deux éléments qui me semblent vraiment au cœur de tout cela, c'est l'encre, l'impression, du tonnerre, de l'encre minérale, et du fil, qui est teinté en sa masse. L'encre et le fil, c'est un couple qui peut fonctionner comment ça? Je pense qu'on peut imaginer que ça fonctionne dans le même procédé que le dessin. Il y a un trait. Le fil permet de faire un trait. Le point de couture lui-même une sorte de caractère élémentaire, un peu comme la lettre en écriture. Mais oui, je pense qu'on peut peut-être penser que c'est quelque chose de l'ordre du dessin, du tracé, de tout ça. D'autant qu'il y a quand même une forte complémentarité du papier. On va écrire avec papier. Avant, la chose que l'on voit, que l'on perçoit, c'est du noir et c'est du blanc, c'est des gris, bien évidemment. Alors, tout ton univers, c'est pas vrai, mais tout ton univers serait dans un régime de valeurs, qui irait du blanc pur, du noir pur, je sais qu'il y a aussi la couleur, notamment dans les films. Mais en tout cas, dans ce que l'on voit en image, en photographie, en montage, et très souvent aussi, c'est ce régime-là. Est-ce que c'est celui du feu, du
l'angoisse d'avoir quelque chose de décoratif, Oui, c'est ça. C'est celui du peu dans le sens où, disons, ce que j'ai envie de donner à voir, de l'idée de la féminité, parce que c'est quand même un travail de femme, c'est peut-être pas le canon de la décoration féminine, quoi. Enfin, voilà, j'ai moins plus à dire, mais il y a aussi effectivement de ma part un intérêt pour le blanc et le noir en tant que couleur de vêtements spécifiquement employée pour les collègues de dans certaines cultures c'est noir, dans d'autres cultures c'est blanc, et voilà, c'est des choses qui font partie de ce qui me préoccupe constamment. Et effectivement aussi, un autre niveau de lecture du noir et du blanc, c'est la proximité avec les affaires du texte. Quand on veut, je pense que l'encre noire et le papier blanc, c'est quand même la constante de ce qui fait se contrôler avec l'écriture. Autre chose, remarque très formelle, avant qu'on arrive sur la question femme, parce que bien sûr c'est essentiel à tout travail, mais ça va être notre chapitre suivant. Parce que moi je suis toujours obstiné à décrire ce que je vois. Le pli. Oui. Parce qu'on a parlé de couture, de composition, de superposition, de papier, de matière, de transparence, tout le vocabulaire est là, il est disponible de couture, de lecture, mais les pièces qui sont présentées dans l'exposition présentent au regard quelque chose qui est déplié, et ce dépliement, ça veut dire c'est des sortes de squelettes d'origami, des origami qui auraient été dépliés, mais très simples, avec des effets d'étoiles, pour encore l'origami le plus indigent qu'on puisse imaginer, celui qui est replié 3 fois, 4 fois. Mais néanmoins, qui fait volume, on voit bien que là, ce détail. Est-ce que le pli n'est pas dans son affaire? C'est bien parce qu'il y a eu là une production particulière que le pli est arrivé, ou vous avez intégré cette question du pli dès le départ? Oui, elle est forcément intégrée dans la mesure où la matière textile est une matière qui se plisse. Le papier aussi, tel que je le traite, est plissé au moment du passage en imprimant, parce que particulièrement ça fait mal. Et d'une manière générale, la philosophie, la question du pli, de ce qui se déplie essentiellement, oui, m'intéresse. Est-ce que tu acceptes le mauvais pli, le faux pli? Oui, et puis je suis pas du tout une adepte du passage, hein, je ne cache pas, je vais faire un enseignement, mais quelques années, mais oui, bien sûr. Parce que ce que je vois, c'est aussi le pli, c'est la trace de ce qui fait que quelque chose a été usé, porté, un corps vivant, tout ça, quoi. Je pense qu'on est, enfin, le pli, c'est proche de la vie. Et le fait là particulièrement d'avoir des pièces à déplier, c'était quand même quelque chose. Peut-être que là, je vais dire un mensonge, c'est dit que j'y ai pensé à l'avance parce que c'est pas vrai, ça m'est pas paru après. Ça m'intéresse beaucoup de voir que les pièces ont été dépliées pour être accrochées et que ça me permet aussi à moi, peut-être très égoïstement, parce que je suis aussi regardeuse de mon travail, de déplier certaines questions qui me viennent aussi après coup, parce que j'en ai pas eu la lecture au moment où les pièces sont apparues. Donc oui, ça m'arrange bien cette histoire de pli, parce que c'est confortable pour l'esprit de pouvoir se dire qu'on peut encore se permettre d'arriver dans tout ça grâce au déploiement. Est-ce que déplier, c'est un peu découdre aussi? Ça va un peu dans le temps? Je ne sais pas, non, découdre, c'est beaucoup plus radical et violent, hein, c'est un chose qui va faire peur. Donc, déplier, c'est quelque chose qui travaille un ordre provisoire. C'est un ordre désordre, en plus. C'est quelque chose qui interroge le provisoire.
Alors, on a amorcé il y a quelques instants, parce que je disais aussi tout à l'heure qu'il y a eu des réactions un peu genrées autour de mon travail, avec des réactions de femmes qui semblaient avoir un sentiment peut-être de proximité avec cette question de la culture, et puis des hommes qui semblaient peut-être plus réfractaires. Parfois, pas toujours. Moi, je ne veux pas vraiment pas dire que messieurs et les dames ont des réactions différentes, c'est pas mais la question de la culture est entièrement socialisée. C'est ça. Sauf que les grands employés sont là. C'est ça, mais par contre, non, pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que justement, hier, j'en parlais avec une visiteuse. J'étais amenée à un livre que j'ai trouvé dans à lire un travail de sociologie sur la fabrique de la lingerie dans une usine. Et donc, la sociologue qui rédigeait ce texte faisait la remarque que dans les salles de cette usine où l'étoffe est coupée, il n'y a pas une seule femme, il n'y a que des hommes qui sont là. Et dans la salle où les pièces sont assemblées, cousues et la lingerie finie, là par contre, on a un travail exclusivement féminin. Certainement parce que la mise en œuvre de tout ça est extrêmement fine et que peut-être les femmes ont plus de facilité avec les choses de manuel, je ne sais bien, c'est tout ça. Toujours est-il que manifestement, cette femme mettait l'accent sur la méfiance du corps masculin, de la vie, de la paire de ciseaux, on ne laisse pas une paire de ciseaux dans la femme, sans avoir, disons, une certaine méfiance. Et voilà, dans le monde ouvrier, les choses peuvent avoir lieu dans un contexte plus tendu et peut-être même un peu violent. C'est quelque chose qui est aux mains des hommes en couple. J'ai parfois remarqué en faisant des écritures en public que les hommes venaient m'interpeller pour me dire de manière très abrupte que je leur faisais peur. Et en tout cas, qu'ils allaient maintenant me contourner à vivre. C'était quelque chose d'assez inquiétant. Et alors que généralement, les hommes, alors vraiment j'insiste, généralement, c'est pas du tout. Je ne suis pas du tout en train de faire une scission homme-femme, mais souvent j'ai des témoignages féminins de personnes qui se sentent tout de suite en intimité avec non seulement l'outillage, parce qu'elles ont déjà une en main, le petit chose que j'utilise pour le déco, mais c'est pas qu'elle a un petit c'est grand comme ça. Et il y en a dans toutes les maisons, mais c'est surtout les femmes qui s'en servent. Et souvent, elles sont contentes de voir que finalement, les artistes utilisent ces matériels-là. Et même la fabrique du vêtement, c'est quelque chose qui concerne plutôt les dames dans les milieux domestiques. Et effectivement, pour les milieux de l'agriculture, il y a beaucoup d'hommes. Mais à la maison, c'est quand même le souci féminin, la vie des enfants, la vie parfois même de la famille. De moins en moins, malheureusement, c'est super. Oui, c'est ce que je veux dire, c'est que cette sociologie, elle est établie et en même temps, ça se fait et il y a même une obsolescence quasiment totale du remodage. J'ai envie de travailler comme ça, c'est fait. C'est-à-dire, ce travail, il déplace totalement un usage domestique de l'église, vers quelque chose qui rejoint la création au sens large. J'ajouterais donc aussi, rejoint des pratiques artistiques où la couture a été mise en œuvre. Je pensais à des artistes dans l'histoire de l'avant-garde historique, ceux qui d'autres qui ont travaillé la couture, le tissu, la peinture. Et je n'aime pas trop faire ça, mais est-ce que toi, tu as le sentiment d'aller ou d'avoir une famille d'artistes qui retrouveraient, feraient partie de cette manière de faire? Malheureusement, j'en ai pas la culture à la base, puisqu'étant autodidacte, je suis laissée guider par mon geste uniquement. Et le besoin de se rattraper au niveau de ce manque de culture est arrivé après. Et effectivement, j'ai quand même passé un certain temps à essayer de comprendre le paysage artistique
et de voir les productions dans l'histoire de l'art, disons, du XXe siècle, pour tracer les grandes lignes. Et j'ai sans doute fait beaucoup d'erreurs de choix de ce qu'il fallait que j'aille voir, parce que sans savoir, on s'en va au hasard, et puis on peut apprêter. Mais oui, il y a des artistes dont le travail m'intéresse beaucoup, mais si on doit amener ça sur la question de l'inspiration, je pense que non. Je pense que je me suis d'ailleurs inspirée par rien. Les choses ne relèvent pas du processus de l'inspiration, mais plutôt de la disponibilité à quelque chose qui va passer par les mains, qui va se faire. Je n'ai jamais la sensation ni de manquer d'idées, ni d'avoir envie d'aller voir ailleurs pour éventuellement nourrir mon travail. Ce n'est pas du tout comme ça que les choses se font. Est-ce que c'était le sens de ta question? Je ne suis pas sûre. Oui, non, mais derrière ça, c'est là où on pourrait imaginer une pratique qui devienne artistique tout en étant une sorte de nécessité qui tende quand même à des rencontres dans l'histoire de l'art et dans ce contemporain. Parce que, moi, je ne sais pas, pour parler d'un homme, je penserais aussi à Schlutters pour ses assemblages, et puis le côté Gersbau aussi de mais comment dirais-je, c'est un réflexe, un art ou autre, mais je comprends que ce n'est ni un besoin, ni une quête, non, c'est ça. Ça se passe, c'est des rencontres qui se passent, parce qu'il y a des manières de travailler plastiquement et textuellement qui se rejoignent. C'est ça. Alors, tu as parlé de texte tout à l'heure, le noir et blanc, la page, l'écriture. Quand on regarde un peu ton activité, la poésie est extrêmement importante. Oui. Est-ce que tu pourrais aussi un petit peu en parler de la marge, du travail, de ce qu'il travaille qu'est-ce qu'il en est de la lecture? Oui, la lecture tous les jours, oui. J'ai mis, il y a deux grandes catégories de choses dans la lecture. Il y a les lectures théoriques qui servent justement à essayer d'agrandir les questions, non pas de répondre, mais d'avoir un territoire de questions, donc des lectures autour de la philosophie, autour d'écrits sur l'art aussi, qui m'aident un petit peu à baliser un peu tout ce qui m'occupe. Et à côté de ça, oui, il y a un fort intérêt pour les autres, les textes politiques. Donc oui, je lis des poèmes tous les jours. Et j'en écris parfois un peu. Oui, on a vu dans la revue qui accompagne notre exposition, en quatrième. Alors, ça, pour moi, c'est pas. Oui, voilà, c'est des notes de travail qu'on peut lire sous un angle d'approche poétique, mais j'ai aussi parfois une pratique d'écriture de poésie qui est beaucoup plus non déterminée. Je vais avoir pareil, dans un processus quotidien, il m'est arrivé pendant plusieurs mois, 150 jours exactement, d'écrire une forme poétique quotidienne sur la culotte. Et donc, le manuscrit existe, il n'est pas publié pour le moment, il sera un jour. C'est une volonté de ma part, en tout cas, j'écris toujours pour que ça soit. Et donc, oui, parfois. Mais ça se met un peu, tu vois, dans les lignes, un peu comme la dentelle avec les trous. Il y a aussi dans mon activité beaucoup de place pour les villes. Et ça laisse venir comme ça parfois un geste un peu différent. Alors, autant on a entendu et compris tout à l'heure qu'il n'y avait pas une sorte de musée imaginaire dans lequel tu avais rangé les artistes qui pouvaient, par exemple, inspirer. Par contre, on t'imagine mal lire des poèmes qui n'ont pas d'auteur. Qu'est-ce que tu lis? Je lis des poètes essentiellement contemporains. Voilà, des choses parfois écrites en français, parfois traduites de l'étranger. Pour tracer un peu l'univers, je suis quand même beaucoup intéressée par les personnes qui
écrivent sur des sujets proches de la mort, de la disparition, dans toute une famille de poètes qui ont été fortement concernés par l'Holocauste ou des événements apparentés. Voilà, donc Wolfgang Borchert, c'est un poète que j'aime beaucoup. Certains poètes japonais aussi, beaucoup, j'aime beaucoup aussi. Des formes très brèves, pas forcément de la cour, mais souvent. Voilà. Avec plutôt, je dirais, le mot est mal choisi, avec quelque chose qui serait de l'ordre d'un forme de minimalisme, très écuré. Oui, mais qui travaille aussi fortement sur les questions de survie ou de témoignage d'un ordre vital, quoi, quelque chose comme ça. Et des écritures souvent très vives, hein. C'est pas du tout de la poésie lyrique, hein. C'est des poèmes qui n'ont d'ailleurs souvent pas la forme de l'envers. C'est des écritures très expérimentales, très archaïques. Est-ce que ce sont des poètes, des poésies, où la question d'image est importante? Je pense que c'est la question de la défaite qui est importante. Donc la découture, là, pour le coup, on peut la faire voisiner de ce que je ressens quand je lis un poème. J'ai l'impression que le poème me dit quelque chose de différent. Et j'aime beaucoup cette sensation. C'est un peu la sensation de chuter quelque part dans un vide. Et ça donne même parfois un creux dans le ventre. C'est assez fort. C'est quelque chose que je recherche. Moi, c'est ce que tu décris, c'est des choses que j'ai pu ressentir et rencontrer dans des moments pratiquement d'addiction à des quêtes. Cette capacité d'écrire et de fabriquer des poèmes. Oui, c'est ça. Je suis plus aussi. Et bon, enfin, au-delà de l'écriture politique, il y a aussi, je voudrais quand même en parler, j'aime aussi beaucoup lire le journal de quelqu'un, le journal intime, le journal, disons pas forcément intime, le journal du travail. Et parfois, les journaux qui sont des mixtes entre écriture et image, je pense notamment à Nicolas. J'aime beaucoup son témoignage qui est publié au Seuil, le journal, simplement, des choses comme ça. Je me sens très proche de ces. Donc, plutôt la au robot que le journal du travail de Brecht. Je ne le connais pas, mais tu m'as donné envie de le lire. C'est la prochaine lecture, ça va pour lui. Non, je pense que c'est, on va dire que le temps chez Brecht, on aurait été dans le nom des œuvres, le temps chez les robots, on est effectivement quelque chose qui est conforme. Le robot derrière, c'est la réalité. Le témoignage que j'ai pas, oui, et puis la présence de l'image que je trouve assez passionnant. Ceci dit, c'est pas une obligation. Hein. Si tu parles de Brecht, je n'ai même jamais lu, j'ai pas lu. Mais voilà, c'est fortuit. Souvent, ça vient aussi de personnes qui m'en parlent. Hein. Parce que toute cette activité que j'ai est très solitaire, mais elle est aussi très branchée sur les réseaux sociaux. Et mon Facebook m'amène aussi des correspondances avec des gens qui ont une grande générosité parfois de parler de ce qu'ils aiment aussi, et de me demander si je connais des auteurs, et ça me donne souvent une très bonne idée pour les lectures. Hein. Pour revenir sur ce dispositif social, le partage et la rencontre, à certains égards, c'est un peu élégant ce que je veux dire, mais l'exigence de mon travail, sa sobriété, sa puissance, son exigence arrive aussi avec un dispositif social qu'on décrit souvent comme étant l'avare, pourvoyeur du pire de l'oiseau. Et je pense que même encore aujourd'hui, on aurait du mal à imaginer qu'un travail comme le tien puisse avoir à faire avec cette forme de socialité. Pourtant, alors qu'elle est établie. Oui, mais pourtant, dans ce travail-là, il y a la question de la banalité.
la banalité du geste, la banalité des matières et des matériels, mais c'est la papier que les machines que j'ai en main. Tout ça, c'est quelque chose que tout un chacun à chaque fois. Du coup, une recherche technique, technologique, d'aller vers un progrès, tu vois, une exigence. Non, je suis sur un fonctionnement qui me paraît. Mais ce n'est pas une œuvre anti-moderne, ce n'est pas un travail anti-moderne. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est parce que le fait que les sociétés soient clairement du travail dans tous ces pays comme les robots fait que les éléments de la modernité disponibles, tu fais attention et tu en fais quelque chose. Ah oui, alors oui, que je pense que c'est le travail du chiffonnier, le travail du fil, le travail du rien, l'absence, etc. Et on pourrait dire c'est justement l'inverse. Ben non. Oui, mais ça se met dans une contemporanéité finalement, parce que ça a lieu à notre époque, malgré tout, malgré que ça fait sans doute appel à des choses qui travaillent la mémoire, je ne sais pas quoi, mais finalement, moi, Facebook, merci, ça m'a beaucoup aidé à montrer mon travail que je n'ai sans doute pas pu montrer par d'autres moyens dessus. Et dès le début, j'ai utilisé, il y avait beaucoup de satisfaction parce que finalement, enfin, même si j'interviens un peu en direct et j'ai souvent la sensation, je ne sais pas ce que tu entends, tu vas me dire, si tu veux, que mon travail impose quand même une certaine mise à distance. Les gens parfois n'osent pas faire un commentaire, restent comme ça. Et c'est pour ça que je reçois la plupart des témoignages dans des messages à côté de ce qui est montré. Ce qu'on appelle une conversation privée. Privée de quoi? Non, mais c'est vrai que à part le geste du consentement et du non-consentement à ce qui est posté, c'est pas facile de livrer un commentaire sur oui, je pense que ça demande ça renvoie beaucoup de courage. Oui, ça suggère ou ça évoque quelque chose qui n'est peut-être pas de l'ordre de la communication. Oui. Parce qu'en fait, je ne fais pas de Facebook un outil de communication. Tout à fait. C'est-à-dire que je montre une image où j'écris l'extrait d'un livre que je suis en train de lire ou quelque chose qui me paraît intéressant, mais je ne fais pas d'action de communication. Et là, je rejoins la philosophie de Gilles Deleuze qui marquait très très fort dans une archive, d'ailleurs, qui est très belle, hein, c'est une archive d'une conférence qu'il avait donnée à la FEMIS avec des étudiants en cinéma, où il faisait avec eux une grosse mise au point sur le fait que l'art n'est pas un objet de communication. Donc j'ai grand soin de ne pas communiquer, c'est-à-dire de ne pas enrober le brut du travail dans un discours qui serait je vais vous parler de ça, je vais vous faire ça, machin. Ça, non. Donc, finalement, ce que je montre, c'est toujours avec, je pense quand même, une certaine froideur, et il y a même des gens qui m'en témoignent, ceux qui osent le dire, me disent, donc, il faut arriver à, il faut prendre son courage à deux mains. Enfin, j'ai eu des témoignages comme ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a quand même, via cet écran, une certaine mise à distance. C'est certain, surtout par rapport à quelque chose plus fleuri qui circule sur les pieds des gens. Oui, mais c'est très souvent en faire beaucoup de place parce qu'effectivement, il y a cette sobriété, cette simplicité, cette humilité presque de la chose. Il y a quelque chose qui se met à l'arrêt. Non, en fait, il y a un peu de pied par rapport qui n'est pas non plus pour une provocation. C'est sans doute une posture qu'on peut traduire politiquement, enfin, peu importe, hein, mais oui, l'arrêt de tout ce flux, oui, c'est quelque chose qui quand même passe par la tête. Maintenant, voilà, échanger comme ça en vrai avec des gens qui sont là, c'est autrement plus impressionnant que on se cache aussi un peu, hein, les écrans, c'est confortable, hein. On est soi-même et puis on met aussi les autres dans des situations en disant pas trop
dangereuse. Hein. Donc tout ça, faire une exposition et finalement déplier momentanément quelque chose sur un mur, ça fait partie du même questionnement. Et qu'est-ce qui traverse de même que l'aiguille traverse le tissu souvent sans laisser une seule marque, on ne traverse pas le papier sans laisser un truc. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Le trou de l'aiguille dans le papier laisse une marque définitive. Et très bizarrement, quand on apprend à coudre, quand on apprend essentiellement à utiliser une machine à coudre, dans les écoles, je sais qu'on apprend aux étudiants à faire des lignes droites à la machine à coudre. Et pour les questions de pratique de l'apprentissage, on leur donne en premier lieu du papier et on met l'aiguille dans la machine et on ne pas tout dans la aiguille. Ce qui fait que le papier perce, l'aiguille perce le papier, le fil n'est pas là, mais la personne peut voir si elle a tracé droit ou pas droit. Et tout ça, ça fait un apprentissage quand même très rude. On n'a pas droit à l'erreur. S'il y a un trou, il est indélébile, définitif. Alors qu'après, quand on va pouvoir coudre avec du tissu, quand on est grand, on a appris à faire des lignes droites, comme à l'école, on apprend à faire des lignes de lettres, on nous donne du tissu, donc c'est beaucoup plus aimable finalement. On commence par un apprentissage radical avec l'erreur visible, et ensuite on pratique avec la possibilité même de défaire sans que ça fasse du gros dégâts. C'est souvent très difficile à détecter. Donc, en ça, c'est assez différent de l'apprentissage de l'écriture. On va donner d'abord un crayon de papier à l'enfant et une gomme. Il va pouvoir se tromper, puis recommencer. Et le jour où il saura pas trop va écrire, on va lui donner un stylo. Souvent, hein, dans les écoles, il y a d'abord le crayon de papier avant l'encre. Tu évoquais tout à l'heure que tu écris aussi, tu écris à la main. J'écris les deux à la main et au clavier de manière complètement non réfléchie. Il arrive que j'écrive en première intention à la main parce que je suis aussi très attachée, de même que le geste de la couturière se perd. Je suis inquiétée par le fait que le geste de l'écriture manuelle est en train aussi de se perdre. Au cours de l'année professionnelle, j'ai eu à accompagner des personnes qui étaient en situation de formation après des parcours de vie un peu difficiles, des ruptures de scolarité, et des gens qui n'avaient plus le stylo en main. Et malheureusement, ils n'avaient plus le geste de l'écriture. Ils étaient parfaitement capables d'écrire très bien avec un téléphone ou un ordinateur, mais plus du tout avec un stylo et du papier. Et donc j'en ai pris la mesure dans ma vie professionnelle, mais aussi pour moi-même, parce que la dextérité, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de préserver. Et donc l'écriture manuelle, elle arrive quand même assez régulièrement en première intention, mais elle arrive aussi en second geste, après avoir écrit au clavier, parce que pour l'esprit, c'est parfois plus confortable. J'ai quand même souvent envie de recopier. Alors là, c'est un peu le travail de moine. Je recopie, c'est déjà pour faire une autre forme, une autre archive, peut-être dans un souci de laisser une trace parce que je n'ai pas tellement confiance dans les matériaux numériques. Voilà, je me dis qu'un jour, s'il n'y a plus d'ordinateur, il y aura peut-être encore une carnet. J'ai un certain nombre de carnets qui sont complètement remplis de oui. Et donc les notes là, qui sont exposées dans la vitrine et qui sont aussi imprimées dans le journal que derrière moi, elles sont sur mon ordinateur. Elles sont aussi dans des mails puisque je les ai envoyées à mes élèves en tant qu'extrait quotidien pour lui permettre de suivre à distance le travail qui est en train de se faire en région. Il existe aussi une trace manuscrite après coup qui est venue dans un dernier, qui m'a permis de mettre tout ça dans le plan et le papier, ça va pas bien. Donc moi, je voudrais te poser une dernière question avant que l'échange soit possible de manière non privative avec ceux qui sont venus de comprendre ce pas. On a parlé d'écrit, et je crois
crois que ce qui a pu frapper ceux qui écoutent ce soir, c'est ton oralité, ton extraordinaire maîtrise des mots, de ce calme, de cette modération, de cette économie, de cette chaleur aussi. On ne va pas aller jusque après la machine à la commande vocale, mais cette oralité, est-ce qu'elle est travaillée au même titre que l'écrit? Qu'est-ce qu'il en est de ton oralité? Merci de me poser la question parce que c'est très rare que j'arrive à parler de ça, mais je suis toujours heureuse de le faire. Pendant très longtemps, je n'ai pas pu dire un seul mot de ce qui m'arrivait. Et bon, j'étais plus jeune, une petite fille très silencieuse, une jeune fille très réservée. Et même à l'âge adulte, je ne sais pas. Et un jour, il est arrivé de faire des gestes qui se sont traduits dans l'espace de l'art, mais ils ne se sont pas traduits tout seuls, ils se sont traduits avec l'aide d'autres personnes. Et ce fut une aide très précieuse pour me permettre à moi de verbaliser ce qui m'arrivait, et fondamental même. Et quand on arrive à se dire ce qu'on fait, on peut aussi être capable d'en parler. J'espère que ce n'est pas trop protocolaire à entendre. J'ai parfois cette crainte d'être un peu, pas didactique, mais d'imposer un espèce de rythme dans ma parole. Enfin, je suis très soucieuse de ce que peuvent entendre les gens, et c'est quelque chose de très inconnu pour moi. Et j'ai envie d'être sincère et généreuse par rapport à ça, mais c'est quelque chose qui est assez récent. Ça fait peut-être la première prise de parole comme celle que j'ai aujourd'hui, elle m'a terrifiée, et elle n'a pas plus de 2 ans. Donc jusqu'à il y a 2 ans, je n'avais jamais été amenée à m'exprimer comme ça dans une circonstance publique. Je m'exprimais par contre assez régulièrement, mais en relation duale avec une seule personne. Et c'était un peu plus simple, mais pas forcément toujours. Donc, je suis très contente aussi de pouvoir m'exercer, parce qu'il faut que les gens soient là pour pouvoir le faire. Merci encore de me donner. Et je sais que c'est quelque chose que j'ai envie aussi de travailler, puis de me laisser travailler par ça. Parce que c'est un langage aussi. C'est la transmission qui est très important. Hein. Autant on peut montrer une œuvre sans en dire un seul mot, autant c'est important aussi, à mon avis, d'essayer de transmettre un matériel de traduction qui va pouvoir arriver à quelqu'un qui se promène dans cet espace. Hein. Et là, la parole est importante. Alors, ça fait une heure. Là, ensemble, c'est vrai que c'est un moment privilégié, on le sent, c'est un moment privilégié, même si on a des conditions qui ne sont pas idéales, parce qu'on n'est pas tellement libre de parole avec les masques et tout ça, mais néanmoins, je pense qu'on peut peut-être profiter de ce moment d'être ensemble, pour dialoguer. En tout cas, je donne à toutes et tous la parole, et puis un bien libre d'engager la conversation, de répondre à vos questions, qui peuvent être très précises. Avec plaisir. Peut-être le rapport entre l'opaque et le transparent, le matériel et l'immatériel. Oui, entre ce qui se voit et ce qui se devine, vous voulez dire quelque part? L'envol, le ciel et la terre, cette espèce d'écartement. Je pense que c'est toujours la question du soulèvement. Oui, je pense que c'est. Je suis quelqu'un d'assez émotive, et les choses qui nous soulèvent, qui sont. J'employais tout à l'heure le terme d'enlever quand on parlait d'écriture, d'enlever de la matière pour la déplacer. Et tout ça, c'est aussi une forme de se tenir finalement, parce que tout ça, ça interroge une tenue vestimentaire évidemment, mais la tenue n'est pas faite que du vêtement, elle est faite aussi du vivant de la personne concernée, et puis d'un corps social aussi qui a une certaine respiration. Oui, ce que vous dites là, c'est toujours dans cette chose-là qui, moi, a tendance à me tenir debout, enfin, quelque chose qui me
tient vers le haut. J'aspire à ça. Et puis par ailleurs, pour revenir sur la question des lectures, il y a une femme auteure qui est très présente, c'est Simone Veil, qui était une mystique. Bon, voilà. C'est des écritures comme ça aussi qui me permettent de laisser travailler par cette idée de soulèvement. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Oui, c'était pour aborder la question du sacré, du religieux. Oui. Alors, par exemple, au moment d'une découture, je m'assois et je fais un geste qui va être assez monotone pour les gens qui veulent regarder. Bon, ça dure longtemps, entre 1 heure et 2 heures et demie, parfois même 3 heures. Ça peut paraître très loin de se dire qu'on enlève un point après l'autre, comme ça se répète. Donc oui, moi je ne m'ennuie pas quand je le fais, mais j'ai bien conscience que c'est quelque chose de très, disons, comme ça, comment dire, oui, c'est ça. Enfin, j'imagine que ça met les gens qui me regardent dans un état de méditation. Et moi, en tout cas, mon sentiment à ce moment-là, c'est plutôt le sentiment de la prière. J'ai plutôt l'impression d'être dans une relation très étroite avec le vêtement dont je m'occupe et qui m'occupe aussi, hein, c'est dans les deux sens évidemment, et je me sens être en état de prière. J'ai séjourné l'année dernière à Venise pour une résidence et j'ai beaucoup visité les églises avec une forte présence de la peinture de la Renaissance et essentiellement des représentations de la Vierge à l'enfant. Et il y a une de mes amies qui est conservatrice de musée à Grenoble, Elisabeth Chambon, pour ne pas la nommer, qui un jour m'a dit: ton geste de découture, c'est la posture d'une piéta. Et je pense que oui, elle a mis le doigt sur quelque chose qui me travaille beaucoup à ce moment-là. C'est comme le vêtement neutre, gris, oui, monacal. Oui, il y a quelque chose de l'ordre d'une certaine neutralité dans On peut parler d'ascétisme, mais oui, c'est ça. Puis au-delà de ça, quand même, ma pratique quotidienne me fait vivre quelque chose d'assez rigoureux, hein, même si je ne suis pas forcément attachée à un rituel. Michel me demandait tout à l'heure dans la pièce à côté si j'avais des rituels vraiment très précis, cadrés à telle heure. Non, c'est pas comme ça, mais je me rends par contre complètement disponible à ce qui arrive dans la journée. Et ça, c'est de l'ordre d'un certain engagement. Oui, on est là dans quelque chose qui peut se rapprocher du couvent. Enfin, c'était vous qui l'évoquiez hier ou quelqu'un d'autre, mais c'est quelque chose que j'ai entendu hier de la part d'une visiteuse. Il me demandait si je me sentais parfois comme quelqu'un qui serait dans un travail très retiré. Oui, effectivement, quelque chose comme ça. la figure de l'ermite, ça va être conclusif. Mais après, je sais que vous pouvez avoir envie de discuter de manière plus informelle, dans les pièces, sans être d'une forme comme ça. Oui, sans avoir peur de dire des choses banales, parce que tout ça, c'est très banal. À mon avis, ça met en œuvre des choses qui peuvent être tout à fait intégrées dans. Par exemple, la manière d'organiser l'espace, de placer. Ah oui. Et alors, je trouve ça très magique, très rigoureux, très posé. Alors, la rigueur, elle fait écho à la rigueur de la construction du vêtement, parce que je sais coudre les vêtements, et pour apprendre à le faire, je me suis prise toute seule, et donc j'ai passé quand même beaucoup de temps à me tromper et à corriger. Donc je sais quel type d'exigence nécessite la fabrication d'une pièce vestimentaire. Et pour ce travail-là, coudre à la machine à coudre dans du tissu, c'est une
chose, coudre dans du papier, je vous promets que c'est une autre paire de manches, comme on dit. Et non seulement le bras de la machine est beaucoup plus court que mon bras à moi, c'est un bras de cette longueur à peu près, et autant on peut plier du tissu pour le faire rentrer dans le bras quand ça nous arrange, mais autant le papier, là, je ne voulais pas le mettre complètement chiffonné. Donc, j'ai été très limitée par l'action de la machine, c'est pour ça qu'il y a aussi des points à la main qui me permettent de faire un travail plus libre. Mais la rigueur, oui, elle est essentiellement due au fait que le papier glisse et il y a une grille de matière métallique sous l'aiguille. Enfin, il y a un pied de biche, hein, ça s'appelle comme ça. Et dessous, il y a quelque chose qui accroche le tissu, qui est légèrement avec des aspérités. Mais autant le tissu s'accroche bien là-dedans, autant le papier, c'est d'une patinoire. Donc, et surtout les papiers que j'utilise, le papier cristal notamment, c'est marrant. Et donc, pour arriver à coudre ça, il faut avoir une idée des lignes à l'avance qu'on veut faire. Et c'est pour ça que les traits de couture sont assez rectilignes finalement. Ça demande une certaine maîtrise. Hein. C'est pas mon premier essai en termes de couture de papier. Les premières fois que j'ai vu coudre du papier, ça m'a fait très peur. Hein. J'ai pensé qu'il fallait que j'apprenne vraiment un autre métier. Hein. Et effectivement, c'est beaucoup plus exigeant. Et il y a sans doute quelque chose qui vient de ces... Quand on pense au métier brodeur, on fabrique des cartons, Oui. on les trouve à la main. Oui. Dans la dentelle, le papier est omniprésent. Et on met de l'encre pour matérialiser les Oui, et oui, ensuite on va travailler. C'est ça. Oui, c'est ça. Un carton, on dit un patron. Oui. Le patron, c'est pas Le patron, c'est complètement, mais oui, pour la dentelle, selon les techniques, d'ailleurs, je ne les connais pas toutes, mais en l'occurrence, je parlais de Venise. À Venise, elles mettent un papier imprimé d'un motif et elles brodent à l'aiguille sur le motif pour avoir un guide. Elle travaille avec un coussin sur les genoux, avec le papier enroulé autour. Ça fait comme un peu un genre de... comme un traversin, mais c'est pas aussi long, hein, ça fait la largeur du corps. C'est rond, et elles arrondissent le travail comme ça, et le tournent au fur et à mesure. Et tout est tendu par l'arrondi, mais le papier est fondamental. Et ça me frappe en évoquant un instant de voir les pièces qui sont dans le mur. Ça me rappelle quand même quand on achetait des patrons pour fabriquer à la maison, et on les dépliait sur les tables, il y avait toutes ces informations. J'allais dire, déplier un patron, c'est une invention. Ah oui, c'est magnifique. Oui, parce qu'on a des grands formats. Et puis on a des choses très énigmatiques. Hein. Il faut être cultivé dans la signification des signes qu'utilisent les couturiers hein, pour l'écriture et tout ce qu'elles veulent dire, toutes ces indications. Il y a des traits, mais il y a aussi des lettres, il y a des mots aussi qui permettent de mettre en œuvre le travail. Oui, moi, ça m'a envie de revenir sur comment vous avez plié. L'emballage, je voulais dire, c'est la partie du tour. Oui. Oui. Parce que moi, c'est tous très différents. Ils sont tous différents, oui. C'est-à-dire que je n'avais pas de modèle en tête préétabli. Il y a eu quand même un procédé commun pour les 6 pièces. C'est que j'ai commencé à emballer le haut et le bas, bien à plat. Et ensuite, les côtés, replier 1 fois, 2 fois, 3 fois ou plus selon le côté auquel je m'intéressais, pour refermer le milieu. Donc, ça s'est fait d'abord comme ça et ensuite comme ça. Et je pense que j'ai eu, lorsque j'ai déplié la première pièce, je me souviens d'avoir eu la sensation de 2 ailes de papillon. Et je me suis dit que autant les papillons ont certainement une symétrie de motifs hein, dans leurs ailes, mais en réalité, si on regarde de très près, non, du tout. Et donc voilà, je me suis dit là, voilà, il y a quelque chose qui ne doit pas se répéter strictement à l'identique. Et je suis aussi un peu de la même façon que par exemple sur ces pièces du milieu, là, vous avez 2 fichiers images qui ont été traduits
en deux versions du même bas de chemise. Là, c'est une image blanche. Je vais rapprocher de la montrer. Celle-ci et celle-ci, c'est le même fichier de l'appareil photo qui a été traduit dans deux papiers différents. Donc, le cadrage est un petit peu différent parce que l'imprimante a eu un gros cafouillage sur la pièce du dessus. Mais donc, j'ai aussi pour préoccupation de produire parfois deux images qui vont être à l'origine un même fichier, mais deux résultats différents. Et donc, ça rejoint ce que vous dites là. J'aime bien avoir toujours présent dans le travail l'écart entre les choses. Ce que vous disiez sur le fait de faire de la répétition, c'est qu'il y a souvent quand on répète, c'est jamais tout à fait la même C'est chose. ça. Et le processus s'appelle répétition, mais finalement, la vie continue. Donc voilà, le monde aura changé d'un quart de seconde. Voilà. Et on est là dans la question de la conséquence. Le geste aussi aura eu une conséquence qui n'est pas mesurable. Et tout ça, ça procède du changement qui est en cours. Mais ces questions-là me sont en permanence à l'esprit. Et d'une manière très intime et très personnelle. Donc là, je ne vais pas très loin dans cette question-là, mais juste évoquer le peu de différence entre les deux choses qui paraissent semblables m'interroge beaucoup. Je pense aussi que là, il y a fabrication de mémoire aussi, Oui. dans ces Oui. différences et dans ces changements qu'il y a. Oui. Et tout à l'heure, vous avez parlé de Max Power, qui a tissé des films, qui est un espace qui a été détruit. Oui. Hanovre a complètement été détruit. Et il se trouve que le hasard fait qu'hier soir, je me suis retrouvé un livre bouleversant sur je ne sais plus quel est le photographe qui a fait ça, sur les vêtements qui venaient à la fondation Hiroshima, qui a été fait en calotype, et qui redonne le mouvement, on sent le mouvement du corps. Je crois que j'ai vu ce livre. Ouais, C'est le livre d'une dame. Non, c'est un photographe, c'est un homme. En 2007, je sais qu'on a regardé le Tu cas. l'as présenté il n'y a pas longtemps. J'ai montré ça. Ou c'est quelqu'un d'autre. Tu sais, moi, Facebook. Et alors, ce qui je trouvais très fort, c'est cette question qu'il y a des morceaux intacts, Oui. c'est-à-dire l'exposition en fait. Oui. Et il y a notamment une robe que je trouve magnifique, c'est compliqué de faire ça, mais qui est complètement suggérée derrière. Je la vois. Oui. Il y a le motif, il y a la couleur, Oui. et il y a la structure, enfin, il y a la découture, il y a tout ça. Et là, donc, je trouve que ton travail, il offre une résistance à la destruction. Oui. En prenant le temps d'eux, et là, ça me fait penser à un auteur que tu connais, Azebal. Non, mais je noterai tout à l'heure. On en reparle pour que je note. Oui, bien sûr, parce que voilà, il y a des confrontations, il y a une envie de retenir, justement, de travailler sur la destruction. Évidemment, il était en 40, 20 ans, il voulait être écrivain romantique, c'était un peu compliqué. Enfin. Et il y en a un qui ne communique pas, parce qu'il a changé. C'est Yann Tripp, c'est un ami qui avait fait un site internet il y a quelques années, où il explique, d'abord il y a une image, on le voit, mais il ne bouge pas, rien ne bouge. Ça dure 5 minutes. On est sur le site officiel de Yann Tripp, mais là c'est très intéressant. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un problème technique, et là il se met à parler. Un mot. Il continue. Sur presque 1 heure. Pour expliquer que s'il est là aujourd'hui sur Internet avec un site, c'est parce qu'un de ses petits-fils lui a dit que ce serait bien de l'artiste plaît, mais qui montrera rien. Malheureusement, il a changé, mais c'était sublime, il y a 5-6 ans, tout ça. Cette, voilà, de dire vous vous intéressez à moi, mais les œuvres ne peuvent pas passer par le numérique. Voilà. Il faut la rencontre, il faut pas la rencontre. Et je voudrais réagir sur le mot de résistance, parce que c'est aussi un omniprésent dans le travail
qui me concerne, et on ne l'a pas évoqué jusqu'à présent, mais on l'a évoqué précédemment avec Claire et moi. C'est vraiment pour moi l'idée de la résistance. Comment dire? Souvent, on pense que ce qui résiste, c'est ce qui est le plus solide, et donc c'est les choses les plus matériellement tangibles. J'ai la faiblesse de penser que c'est exactement le contraire. C'est justement là où on a quelque chose d'imperceptible qui va pouvoir se faufiler, là encore en termes de couture, faufiler entre les contraintes, quelles qu'elles soient, permet très souvent à des personnalités discrètes, à des gestes discrets, d'arriver à leur fin. Et en ça, je fais souvent le parallèle pour prendre une image avec le travail de la dentelle. La dentelle, c'est du fil et c'est des trous. Et donc, le fil est organisé avec des nœuds qui traduisent un motif, et ce motif existe parce qu'il y a du vide. Donc, c'est quelque chose d'assez fin, un fil qui voyage entre les villes. La dentelle, pour moi, c'est l'acte de résistance ultime. C'est le geste de la dentelière, c'est plus puissant que le bombe atomique pour moi. C'est quelque chose de très, très intéressant. Voilà. Merci d'avoir prononcé le mot résistance parce que j'avais oublié de le faire, mais c'était quand même pas bon. Voilà. La révolution en dentelle. Il y a eu une exposition au château de Versailles il y a quelques années, c'était la guerre en dentelle. Sur quoi ça portait, le titre Françoise est placé. Mais tu me fais penser au niveau de la guerre à la période de pénurie sous l'occupation allemande. Dans les années 40, il y avait plus de tissus disponibles pour les familles. Et à l'époque, les femmes pouvaient le rhabillement et l'habillement de leurs proches. Elles savaient toutes coudre de manière très courante. Et le jour où il n'y avait plus ce qu'il fallait pour faire, il a bien fallu faire un écrin. C'est-à-dire commencer à découdre certains vêtements, peut-être ceux du mari qui était parti au front pour habiller les plus jeunes, ou alors faire des petites transformations comme ça. Et je m'étais intéressée à un travail de sociologie aussi autour de cette pratique d'aménager un vestiaire avec ce qu'on a sous la main à la maison. Et la personne qui écrivait ce livre, son nom ne me revient pas tout de suite, mais c'était quelqu'un qui était lié au CNRS, avait traduit ça par finalement l'émergence de ce qu'on a appelé la coquetterie. C'est-à-dire qu'on était capable de transformer une robe usée en robe neuve en simplement lui ajoutant un ruban ou une ceinture. Et ça, c'était complètement nouveau dans la pratique quotidienne des femmes à la maison. Et elle allait même plus loin en disant que ça avait fait le lien entre le travail de haute couture qui existait déjà à cette époque-là et qui n'était pas du tout démocratique, et ce qu'on peut voir aujourd'hui de la présence du vêtement industriel dans la distribution, la grande distribution même, des marques qui produisent du vêtement quasiment jetable. Entre les deux, il y a cette courte période de quelques années pendant laquelle les femmes ont été amenées à produire des choses plus variées, disons, que ce qui pouvait être l'offre de vêtements à ce moment-là. Et ça a donné l'idée ensuite à l'industrie de s'intéresser aux petits détails. Alors, il y a eu la naissance des accessoires dans la mode, avec la présence des sacs à main, même ça va loin, hein, ça va même jusqu'aux questions du maquillage, de l'ornement des coiffures. Hein. Mais tout ça, ça a transformé quand même une société à ce moment-là. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste, mais par des connaissances qui sont historiennes de la mode, j'avais aussi appris qu'à la cour, on transformait les habits, c'est-à-dire qu'on allongeait, on raccourcissait une manche, et en fait, alors ça, je sais pas. je on aurait là-haut et là-bas, et justement, on convergerait vers les transformations qui permettent de renouvellement. Tu me reliras, ça m'intéresse fortement. Je n'ai jamais entendu parler de ça.
le travail de l'historienne de la mode qui s'appelle Catherine Armel. Ah, Et elle va bien raconter ça. oui. On a trouvé ça dans une histoire de la mode. Oui, oui, en histoire du vêtement, c'était plus des écrits de Georges Garrido, donc j'ai eu en main, sur l'adaptation du vêtement au corps dans les changements sociaux du XXe siècle, l'émergence de la vie professionnelle des femmes, notamment, qu'elles se fondées de vêtements strictement, encore une fois, entre guillemets, féminins, avec la robe, la jupe et la diversité surtout. Lui, il mettait l'accent sur le fait que la liberté venait de sorte de ceinturage et donc la souplesse de pouvoir faire tous les mouvements qu'on veut à partir de l'abdomen. C'est quand même pas rien, libérer le ventre d'une femme. Et ça s'est traduit après, y compris dans le domaine, même dans la danse, hein, la danse contemporaine, est passé du classique au mouvement, enfin, le classique est très axé sur la colonne vertébrale, pas forcément rigide parce que les membres font beaucoup de choses, mais la colonne vertébrale est dans une continuité. J'étais danseuse amateur, j'en parle un peu en connaissance des causes, mais lorsque j'ai pu aussi, moi, dans ma pratique de la danse, aborder la technique contemporaine, le changement radical, il est au niveau du ventre. Et effectivement, le fait que les femmes arrivent à s'habiller en haut et bas séparés, c'est-à-dire chemise, haut et pantalon, jupe, sans forcément qu'il y ait un corsetage, c'est aussi des choses qui m'intéressent à tout ça. Comment le vêtement évolue et finalement parce que aussi il le fait évoluer hein, d'une autre manière, l'histoire, ça travaille. Depuis l'arrivée du latex, tous les matériaux textiles permettent de refabriquer la silhouette par le gainage, ce n'était pas du tout le cas quand c'était une gaine, parce que ce n'était pas des extensions, c'est du maintien, du serrage de forme. Et puis on est tout le temps aussi dans une recherche entre la mode qui contraint, parce qu'il faut qu'une pièce paraisse presque architecturale sur le corps, et tous les corps ne sont pas faits pour rentrer dans telle et telle forme. Et finalement, il y a une libération du vêtement et du corps à un moment donné, mais c'est toujours contredit, si on regarde l'histoire de près, par des contre-exemples. Il y a toujours, à un moment donné, souvent dans la lingerie, des baleines, des choses, même des moulages, des soutiens-gorge, c'est pas toujours très intéressant esthétiquement, mais on se dit aussi que ça contraint quand même beaucoup les corps. Et si on peut faire un rapprochement avec ce qu'on peut voir ici autour, c'est que je suis quand même assez attachée à la fragilité, à quelque chose qui va être suspendu pendant un temps, mais qui n'est pas contraint, qui est dans une fragilité, disons, assez libre pendant un temps où c'est montré. J'ai une petite question, je suis arrivé en retard, donc j'espère que je peux vous faire répéter. La manière dont vous composez, Oui. est-ce que vous récupérez chaque chute, chaque feuille, de manière totalement brute en la laissant? Oui, vous voulez ou dire, est-ce que vous reconstruisez par rapport à ce que vous avez dans la tête, l'intention de faire, ou alors vous les prenez la machine telles que vous les avez trouvées, ou telles que... C'est-à-dire que c'est la machine qui travaille. L'imprimante, en l'occurrence, me fabrique mon travail à la place, puisque moi, je ne fais que lui mettre dans son réservoir une feuille de papier qui, très souvent, n'est pas du tout adaptée à son fonctionnement. Donc, elle va restituer un résultat d'impression qui va être parfois à peu près intact, comme ici l'image de bordel, parce que ça, c'est un papier à lettres qui est assez rigide, qui passe tout à fait bien dans les rouleaux, mais parfois quelque chose de tout à fait détruit. Et là, je prends ce qu'elle me donne. S'il y a une vraie déchirure, par exemple la déchirure qui apparaît dans la pièce blanche du bas, je ne vais pas du tout chercher à la modifier. C'est l'imprimante, là, par exemple, qui a provoqué. Oui, tous les accidents qui apparaissent là, C'est l'imprimante qui les fait, parce que ce sont des papiers mais extrêmement fins. Hein.
le papier de soie le plus fin, il est imperceptible. J'ai deux machines en ce moment en fonctionnement. Il y en a une des deux qui n'admet pas du tout le papier de soie. Elle ne comprend même pas que c'est du papier. Donc j'ai beau essayer, je pousse avec mes doigts, parfois je la force, elle me dit tu vas le prendre ou pas. Mais elle ne veut pas et je n'y arrive pas. Donc, parfois il y a vraiment absence de résultat. Et dans ce cas-là, je m'arrête. Je ne vais pas chercher à lui donner autre chose pour qu'elle produise quand même. Le choix, la manière d'assembler, etc., c'est avec qualité esthétique pour chacune. C'est très dur. Je m'excuse, mais je ne regarde même pas ce que je fais. Tout comme quand je fais les images, d'ailleurs, la prise de vue au moment de l'autoportrait, au moment où le travail commence, je ne vois rien. Hein. J'ai un téléphone portable ou un appareil photo de poche dans la main. Le téléphone portable n'est pas en mode selfie, c'est-à-dire que l'écran qui pourrait me permettre de faire un contrôle, il est de l'autre côté. Hein. Donc moi, je ne vois pas du tout ce qui se passe. Donc c'est un geste aveugle. Et après ça, je regarde tous les résultats qui sont passés par le geste. Et je ne me débarrasse que de ceux où il n'y a vraiment pas du tout de partie de vêtements visible, parce que c'est vraiment ça que je recherche. Ça m'arrive de cadrer complètement à côté quand je veux prendre dans mon dos, je ne dis pas, ça peut se faire mal des fois, mais ça m'arrive de cadrer un objet de la pièce qui n'a rien à voir avec mon travail. Donc ça je ne garde pas. Mais il y a aussi une grande part de l'aveugle à ce moment-là. Et aussi, au moment où je vais assembler des choses, c'est pas très surveillé tout ça. Non, ça se fait dans un moment où presque pas en appeler, mais c'est un moment où j'ai l'impression de m'absenter complètement. C'est physiquement. Oui, physiquement, c'est assez éprouvant. D'ailleurs, j'ai l'impression d'être un peu presque comme quelqu'un qui va faire une plongée sous-marine, là, qui va tenir son souffle pendant longtemps. Et ça me met un peu dans des états comme ça. En fait. C'est assez fatigant, hein, pour vous dire. Et là, les pièces, je les ai produites dans un temps d'à peu près une semaine de temps, 3, 4, 5 jours, une après l'autre, parce qu'il fallait en terminer une avant de commencer une autre, justement pour cette question-là, parce que ça m'épuisait un peu. Et donc, je les ai ensuite repliés, puis au moment où je les ai dépliés, c'était plusieurs semaines après, là, je me suis autorisée à regarder ce qui avait été fait. Et j'ai rien modifié du tout. La seule chose que j'ai modifiée, c'est vraiment ici, à l'intérieur de la galerie, une fois accroché. Je me suis aperçue qu'un papier n'était pas très bien tenu par les coutures que j'avais prévues. Le fait de le mettre à la verticale, parce qu'à la maison, je n'ai pas travaillé à la verticale, mais à plat. J'ai simplement soulevé les grands morceaux pour voir comment ça pouvait donner, comme quand on met un vêtement sur soi, hein, pour essayer sans enfiler. J'ai fait ce geste-là pour voir si ça tenait. Et ça tenait, mais finalement, au bout d'un jour ou deux, après l'accrochage, j'ai eu un petit morceau qui s'est légèrement affaissé. Donc j'ai refait un point de couture à la main ici. Mais bon, voilà. Pour revenir au début de cette phrase, c'est que j'ai fini par regarder ce que j'avais fait, puis j'en ai été assez étonnée. Je suis toujours dans un après-coup, finalement. Tout comme la belle surprise de la première découture qui concernait les culottes. Voilà, une base de fil est apparue. Mon Dieu. Il a fallu du temps aussi après, et je sais que ça prend du temps d'arriver à lire les choses après coup. Et je me rends aussi disponible à cette lenteur-là, de se projeter sur des années, je ne sais pas exactement combien. Et tout ça, oui. Ça participe de la nécessité d'avoir finalement emballé pour pouvoir déballer. Aujourd'hui, on est en train de déballer beaucoup de choses, mais je sais que ça va continuer pour moi dans des choses qui sont... C'est très involontaire, hein, de ma part. Ça va me traverser quand je vais passer à côté. Même si
peut-être les pièces s'éloignent de moi un jour, je ne sais pas, ça peut arriver, mais je vais continuer d'y penser comme un souvenir, donc il y a quelque chose comme ça. Bien, peut-être que vous proposez de changer dans la pièce. On reprend le feedback et le mouvement. On vous remercie en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.